Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du jeu de la reine ou The Queen's Gambit en VO, une mini-série en 7 épisodes est disponible sur Netflix et sans doute l'une des meilleures choses que vous verrez parmi les nouveautés de 2020, et oui carrément. Et on doit cette œuvre à Scott Frank, qui est déjà derrière Godless, une mini-série exceptionnelle de qualité, également disponible sur Netflix, et à laquelle j'avais déjà consacré une vidéo, si ça vous intéresse. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, je vous propose une super pub pour avoir justement moins de pubs pas très intéressantes dans les vidéos de manière générale, et cette publicité, elle concerne une bande dessinée Stranger Things. Si vous aimez Stranger Things et que vous vous demandez qui étaient les autres enfants du fameux programme du sinistre Dr. Brenner, la bande dessinée Into the Fire est faite pour vous. Attention pourtant, ici vous ne suivez pas Eleven, Mike et les autres, mais de nouveaux personnages, même si on peut reconnaître une invitée de la saison 2 en couverture. La force d'Into the Fire provient de l'étrangeté poétique et inquiétante qui se dégage des planches magnifiques qui traitent d'une princesse mystérieuse et captive dont on découvrira l'histoire au fur et à mesure de la progression des deux protagonistes principaux. Entre Psychose et Alice au pays des horreurs, on appréciera un petit détour du côté du Horla de Maupassant, sachant que le reste s'appuie sur une enquête plus classique. Into the Fire permet aussi d'explorer de nouveaux pouvoirs des enfants, mais aussi de renouer avec les thématiques chères à la série, notamment les liens très forts qui se tissent entre enfants ou adolescents. Du côté de l'illustration, enfin, le résultat est varié puisque différents artistes se relaient entre couverture, histoire principale et planches de transition qui sont particulièrement réussies. Et puis surtout, on se demande ce qu'il va advenir de ces nouveaux personnages qu'on découvre avec la bande dessinée, et ça, c'est toujours bon signe. Et si cette BD vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je préfère bien sûr vous prévenir dès maintenant, cette vidéo est destinée à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu The Queen's Gambit, et si ce n'est pas encore le cas, je vous la recommande totalement et sans retenue, allez-y, foncez, allez voir ça, vous ne le regretterez pas. Cette mini-série, eh bien, c'est l'adaptation d'un roman éponyme sorti en 1983, un roman que beaucoup de réalisateurs ont eu l'ambition de porter à l'écran, mais sans que cela n'aboutisse jusqu'à présent. Le parcours de vie qu'on nous présente est si fort, si prenant qu'on peut avoir l'impression d'un récit biographique, mais non, il s'agit donc de pure invention romanesque, même si l'action est sans doute inspirée de quelques véritables joueurs d'échecs. Mais alors, est-ce que traiter du génie permet d'être génial? Rien n'est moins sûr, et pourtant, The Queen's Gambit vient toucher du doigt le génie qui transcende et qui accable également sa pièce maîtresse, qui n'est autre que Beth Harmon. La série parvient non seulement à nous plonger dans une vie, une psyché, mais aussi une époque, et plus encore, une activité, les compétitions d'échecs dont la plupart d'entre nous ignorons tout. Même si je suppose que de petits éléments, de petites améliorations, sujettes à débat, auraient encore pu ajouter à ce succès, je voulais vraiment aborder avec vous les différents ingrédients qui ont permis d'atteindre une telle fulgurance avec The Queen's Gambit. Et évidemment, puisqu'on est au cinéma, ou presque, je vous propose de commencer par l'aspect visuel. La composition des plans d'abord est souvent d'un esthétisme frappant mais épuré, même quand il s'agit de montrer un intérieur totalement surchargé de motifs floraux. Et quand Beth Harmon joue depuis une baignoire, on a l'impression d'avoir un tableau sous les yeux, mais sans pompe ni académisme forcé. Dans la continuité directe de cette observation, j'ai été tout particulièrement frappé par la gestion de la lumière avec la capacité à mettre en valeur le visage de Beth au cœur d'une salle sombre pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Les couleurs sont très travaillées elles aussi, une palette d'ensemble a été privilégiée et Scott Frank, le créateur, scénariste et réalisateur, cite notamment en référence la série Babylon Berlin, sachant justement que le tournage de The Queen's Gambit a principalement eu lieu dans la capitale allemande. On remarque notamment le vert qui représente souvent l'addiction, ou plutôt les addictions de Beth, sachant que très insidieusement c'est aussi une couleur qu'elle associera longtemps aux échecs, sans doute du fait de la petite table de fer du gardien, Monsieur Scheibel. Toutefois, et heureusement j'ai envie de dire, ce vert disparaît nettement pour le final dans lequel Beth revêt le blanc et le noir des échecs dans une tenue qui la couronne pour de bon en reine libérée de ses propres démons, mais je reviendrai dans un instant sur les costumes. Et oui, il y a encore un peu plus à dire sur les couleurs qui sont particulièrement désaturées dans les souvenirs et durant la période de l'orphelinat,
pour ensuite monter en puissance dans certaines parties et certains décors particulièrement flamboyants. À vrai dire, mon seul petit bémol visuel concerne 2 ou 3 plans de ville assez courts qu'on aperçoit généralement par des fenêtres, et ces horizons urbains, il s'agit essentiellement de ceux de Mexico et surtout de Moscou, et on y sent un peu trop la patte du numérique. La réalisation est très maîtrisée tout en évitant le tape à l'œil, on a des angles de vue au service de l'état psychologique de Beth, et la seule excentricité s'exprime à merveille avec l'effet de l'échiquier au plafond dans la projection mentale de l'héroïne. Les décors splendides capturent aussi bien le manque de moyens d'un tournoi local que la magnificence d'un hôtel de luxe des 60s, et que dire de la mode. Et pour commencer, les coiffures, on se moque souvent des perruques dans les films ou séries, mais j'ai trouvé que celle de l'actrice principale était très réussie. Alors bon, c'est vrai, ma copine m'a dit « mais c'est parce que tu n'es pas habitué à repérer les lace wigs », qui est un type de perruque bien particulier et de haut de gamme. Alors c'est vrai, je suis pas habitué et moi ça ne m'a pas choqué dans la série. Quoi qu'il en soit, entre l'interprète de Beth et Scott Frank, l'accord a été immédiat, il fallait que Beth soit rousse. Ses coiffures se sophistiquent avec l'âge et surtout les styles des icônes de l'époque, sachant que l'actrice a révélé que les vêtements et même la façon de marcher de Beth étaient parfois calqués sur ce qu'elle aurait pu chercher à imiter parmi les stars de telle ou telle année. Et oui, heureusement, le cliché de la nerd fan d'échecs qui se fout complètement des vêtements a été évité pour Beth, qui ne cherche jamais à camoufler ou à s'excuser de sa féminité dans un monde essentiellement masculin. On peut même dire que les vêtements et la mode soulignent un pivot essentiel dans la vie de Beth, celui qui marque le moment où elle peut enfin choisir pour elle-même, alors que la directrice de l'orphelinat et sa mère adoptive utilisent les mêmes expressions en lui désignant initialement des tenues qui lui déplaisent. Plus tard, quand elle reçoit son père adoptif et l'avocat, le choix de la robe de chambre d'Alma est une véritable déclaration de filiation et de fidélité envers celle dont elle défendra la mémoire en défendant la maison. Et bien sûr, oui, sur de nombreuses tenues, on remarque le motif récurrent des carreaux, qui vient rappeler celui de l'échiquier bien sûr, mais il y a bien plus subtil encore. Le passage de la première à la dernière tenue de Beth nous raconte une véritable histoire, celle de la transformation de l'héroïne dont la tenue initiale la désignait comme un pion, sans contrôle sur sa vie, qu'on peut facilement sacrifier, ce que voulait faire sa mère, en l'emportant avec elle dans l'accident. Et dans sa partie finale contre Borgoff, elle sacrifie sa reine, c'est le fameux Queen's Gambit, pour finalement en récupérer une nouvelle en transformant un de ses pions. En l'espace de 7 épisodes comme les 7 cases que devra traverser ce pion, Beth passe du statut de pion à celui d'une reine aux 2 vies. La première est tentée par l'addiction et l'obsession de toujours avoir à prouver sa valeur au monde. La seconde a enfin compris que des gens l'aimaient et que les abandons successifs qu'elle a vécus ou perçus comme tels ne sont pas de sa faute. Enfin, on peut souligner que la notion de contrôle de sa façon de s'habiller est à rapprocher de cet univers rassurant, très maîtrisé, très contrôlé des règles de l'échiquier qui sont toutes l'opposé des règles très imprévisibles de la vie. Selon Scott Frank lui-même, The Queen's Gambit traite essentiellement du génie et des complications qu'il implique. Comme on le découvre au fur et à mesure des épisodes, le démon de Beth est l'abandon d'abord, mais aussi l'isolement, un isolement qui découle parfois de son génie. Un isolement qui peut être autant une punition qu'elle s'inflige qu'un refuge auquel elle aspire pour sa tristesse familière et donc rassurante. La grande tragédie de Beth, c'est évidemment qu'elle rencontre simultanément d'une part sa grande fascination, son génie, sa passion pour les échecs, mais aussi les substances psychotropes. Et je pense important de rappeler très clairement ici que le génie de Beth n'a absolument rien à voir avec les produits qu'elle consomme. Dit autrement, elle n'est pas géniale grâce aux pilules qu'elle avale. Par contre, on peut clairement dire qu'elle a nourri cette confusion faussement rassurante du fait de l'apparition concomitante des échecs et des tranquillisants dans sa très jeune vie. En résumé, si certains voient dans cette série une apologie de l'addiction, c'est qu'ils sont complètement passés à côté du message. Et si elle succombe aussi vite à l'addiction, outre la responsabilité flagrante, évidente de l'établissement et des règles en vigueur à l'époque sur la médication des enfants, c'est parce qu'elle est rongée par le rejet et l'abandon. Celui de son père, celui de sa mère qui la résume à un problème mathématique mal résolu, et même celui qu'elle pensera percevoir quand M. Schneibel se détourne alors qu'elle lui fait un signe d'au revoir. Je pense même qu'on peut dire que la mort d'Alma, sa mère adoptive, sera intégrée par Beth comme une sorte d'abandon involontaire, certes, une injustice de plus que l'univers lui impose, et si on y ajoute le doute qu'elle a par rapport aux souvenirs de sa mère déséquilibrée, on peut comprendre qu'elle sombre facilement dans la tentation d'un oubli qui est facile malheureusement avec les psychotropes. En effet, comme a pu le rappeler l'actrice principale elle-même, Anya Taylor-Joy,
Le piège de ces substances, c'est qu'à court terme, elles fonctionnent, elles apportent cet oubli, mais par contre, dès qu'on voit sur le moyen terme, et sans même parler du long terme, il y a des conséquences dévastatrices sur le corps comme sur l'esprit, sans parler de l'effet de réconfort artificiel qui tend à s'émousser puisqu'elles ne font plus beaucoup effet. Et c'est justement lorsque Beth comprend que les pilules n'ont rien à voir avec son génie et sa capacité de projection mentale qu'elle remporte la plus essentielle de ses victoires, celle qui lui permet de se libérer de cette obligation incessante de prouver son droit d'exister en étant la meilleure toujours et sans cesse. C'est le sens de la partie qu'elle engage avec le vieil homme russe à la fin, une partie pour le plaisir de jouer pur et simple et la capacité à aller vers l'autre, à être entourée même, en opposition avec cette solitude qui était trop souvent son douloureux refuge. Sur ce thème global de l'addiction, il y a un élément qui m'a un peu gêné, c'est la relative facilité de cette désintoxication finale sans qu'on constate de véritables effets de manque, des effets physiques. Ça m'a semblé un petit peu trop facile. Par ailleurs, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'une histoire avec une femme pour héroïne ne soit pas centrée sur ses aventures sentimentales. Certes, les hommes et ses relations ont une importance, mais qui reste secondaire. Au centre, on a bel et bien sa réinvention personnelle face à ce génie des échecs qui l'accompagne. Cette relation aux hommes qui l'entourent est souvent douce amère, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt plaisant et inspirant. De ce point de vue, la relation la plus émouvante, c'était la relation manquée, celle avec M. Schneibel. Un excès de pudeur d'un côté et la peur de l'abandon de l'autre leur ont coûté une affection pourtant bienfaitrice, et c'est ce qui nous brise le cœur lorsque Beth retrouve le panneau couvert de coupures de journaux. Il n'y a pas que les hommes, bien sûr, puisque l'une des grandes forces de cette mini-série, c'est bien sûr le rôle des femmes dans la vie de Beth, avec l'occasion pour moi d'évoquer les incroyables actrices qu'on trouve dans cette mini-série, et notamment celle de Alma, de Jolene et bien sûr de Beth. Alma est un personnage secondaire qui se révèle pourtant fouillé, délicat à cerner et évolutif, avec cette relation à Beth qui se construit peu à peu. Elle forme d'abord une alliance d'intérêts qui se transforme clairement en attachement sentimental. Concernant Jolene, c'était pour moi un grand plaisir de la voir ressurgir en fin de série, pile au bon moment, et avec cette proposition d'une famille qu'on se choisit, une magnifique relation d'amitié féminine et une belle composition pour une actrice débutante. À ce sujet, même si ce n'est qu'une mention, impossible de ne pas souligner la performance d'Isla Johnston qui interprète la jeune Beth durant tout le début de l'orphelinat. Enfin, que dire d'Anya Taylor-Joy, sinon que cette œuvre aura certainement une grande importance dans sa carrière. Alors je pense qu'a priori elle était déjà très demandée, mais là c'est surtout la reconnaissance de toute la profession et de beaucoup de public aussi qui l'attend et sans doute quelques prix à la clé. Elle est tout simplement fabuleuse dans son interprétation qui passe par ses yeux extrêmement expressifs, mais aussi toute la gestuelle qu'elle a composée, inventée, pour exister aussi puissamment pour habiter ces environnements souvent masculins. L'actrice a aussi expliqué qu'elle avait ressenti une véritable connexion avec ce personnage, alors qu'auparavant, c'était plutôt de l'empathie pour ses rôles précédents. Et on peut dire qu'elle porte la série quasiment dans tous les plans, reine des non-dits avec une présence digne des grandes actrices. Et c'est sans parler de l'évolution d'adolescente à jeune femme, avec ses gestes à la fois décidés et très gracieux, que ce soit dans sa silhouette entière ou cette façon de simplement déposer sa main sur le côté de son visage. Pas de rapport direct, si ce n'est les scènes de danse, mais il me faut aussi, avant d'oublier, souligner la qualité de la bande-son de la bande originale, mais aussi des choix, des musiques qui viennent nous imprégner de l'époque, et c'est une histoire de bon goût. Éventuellement, au rayon des regrets, on pourrait en émettre un au sujet de la famille de Beth, qui reste totalement inconnue dans l'ombre, qui ne réapparaît jamais, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, pour profiter de sa célébrité par exemple, et elle-même ne va jamais se lancer dans des recherches de ses grands-parents par exemple, ou d'oncles ou tantes qu'elle pourrait avoir. On peut imaginer éventuellement un futur pour elle suite à cette fin ouverte et mystérieuse que la mini-série nous a donnée. Quant à Scott Frank, il ne fait ici que confirmer un très grand talent qu'il avait déjà exprimé notamment en tant que scénariste avec Get Shorty, Hors d'atteinte, Minority Report ou encore Logan. Après l'exceptionnelle mini-série western Godless, Netflix a eu raison de continuer à lui faire confiance et on remarque la présence de Thomas Brodie Sangster, qui est le seul transfuge en tout cas des acteurs depuis Godless, sachant que pour ce qui est de l'équipe technique qui entoure Scott Frank, on sait qu'il travaille en quelque sorte en famille avec des gens de confiance. Alors oui, c'est vrai, j'ai très peu parlé des échecs et cela me semble relativement logique. Que dire sinon que parvenir à maintenir du suspense et de la tension autour de ce jeu relève d'une sacrée performance. Une performance qui rencontre un public dans une grande partie du monde, essentiellement auprès de spectateurs qui initialement ne connaissent rien au jeu. Nous emporter dans un monde qu'on ignore, nous faire ressentir une vie qui n'est pas la nôtre, n'est-ce pas là tout simplement résumer le génie du cinéma?
Si vous avez apprécié cette vidéo mais que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne pour des raisons qui m'échappent, je préfère vous prévenir, vous aussi, vous pourriez bien avoir à vous faire réparer les dents. À bon entendeur, salut, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.